Si on n'a rien à manger là, il faut qu'on doit aller chercher l'or pour avoir à manger. Si tu comptes sur l'or, tu ne fais rien dans ta vie. Tu touches seulement 10 000, tu fais le njoka, tu bois la bière, tu ne fais rien. Mais l'école est bonne. Avant que je n'arrive ici, il y avait déjà les exploitants chinois. Et ils ont mené des activités, ils ont manipulé la population. Comme Bouzoua Yito, Miteya Ina, comme Amada, comme Féa. Comme tous les matins, David, 15 ans, sort de cette petite cabane qui le sert de maison et de chambre à coucher pour une direction devenue habituelle, sauf quand les sites changent. Avec sa bassine, sa pelle et sa natte qui sert d'outil pour laver, il prend la direction de ce grand trou. Là, il va creuser pendant des heures de la terre et puis laver, avec comme objectif récupérer ce petit caillou, parfois difficile de faire la différence à l'œil nu, l'or. De l'autre côté, il est rejoint par Aïcha, 10 ans, et ses sœurs, qui sont concentrées dans la fouille de ce trou abandonné par des orpailleurs. Des mines et des trous à ciel ouvert comme ceux-ci, on retrouve nombreux dans cette petite localité, dans ce petit village de Yassa, qui concentre à lui seul des milliers de personnes et parmi lesquelles des enfants venus de la Centrafrique comme du Cameroun. Des enfants comme Aïcha qui viennent ici chaque matin dans le but de rechercher de l'or, des filons d'or qui vont revendre plus tard à la soirée à des collecteurs. Objectif, pouvoir nourrir leur famille. Nous sommes à Yassa, un village créé il y a de cela quelques années par des chercheurs d'or ayant découvert des pépites dans le coin. Yassa fait partie du canton Bidimba, situé à seulement 30 minutes de Gawaboula et par route, ville frontalière avec la RCA. D'ailleurs, à Yassa, pour rejoindre le Centrafrique, il faudra juste parcourir 7 km. David a abandonné ses parents à Bidimba pour venir ici chercher un peu d'argent. Lui qui n'aimait pas l'école et d'ailleurs n'y allait pas. J'ai commencé à chercher l'or depuis 2016. J'accouche d'argent que j'ai fait pour chercher l'or. C'est quand j'ai commencé à chercher l'or. Comme ça, je n'ai rien changé. J'ai habitué à chercher l'or. Même fréquenter là, je n'aimais pas fréquenter. Quand je me réveille, le matin, même je ne mange rien. Je pars seulement chercher l'or. À 8 h, à 9 h, je pars chercher l'or. Je reviens à 16 h à 17 h. Oui, c'est comme ça tous les jours, lundi à dimanche. Quand je suis arrivé à Yassa, on faisait l'or souvent. Mais quand on a créé l'école, on a laissé de travailler l'or. Parfois, quand on part à l'école, dès qu'on revient, on revient à 15 h et on part encore travailler. Tout ça, c'est à cause de l'argent. Si on n'a rien à manger là, il faut qu'on doit aller chercher l'or pour avoir à manger. La recherche de l'or ici est une histoire de famille qui dure depuis des décennies. C'est une histoire de famille côté centrafricain comme camerounais. Je veux d'abord dire que l'exploitation minière artisanale dans la région de l'Est, c'est une activité qui se fait depuis l'époque coloniale, donc il y a plus de 100 ans qui est fait. Mais il faut rappeler que, à la différence de maintenant, l'activité minière à l'époque était beaucoup plus faite par des adultes parce qu'il fallait avoir suffisamment de force, une barre à mine, creuser les pioches. Mais maintenant, avec la venue de la semi-mécanisation, on a un flou d'autres acteurs en dehors des adultes sont entrés, notamment les enfants, parce que la ressource est facilement accessible. Donc les acteurs de la semi-mécanisation qui utilisent les engins, les excavateurs, ils creusent. Après avoir creusé, ils abandonnent les puits miniers. Et donc, ce qui fait que maintenant, la ressource étant facilement accessible, même les enfants de 2, 3, 4, 5 ans peuvent facilement aller puiser le gravier, aller laver. Donc, c'est pour ça qu'on a un flot important d'enfants dans les sites miniers. Et il faut rappeler que cela, c'est à peu près ça.
L'activité CI mécanisée a pris vraiment de l'ampleur chez nous dans les années 2012-2014, 2012 essentiellement, avec le projet du barrage de Lampanga. Ce qui n'est pas le cas d'Aïcha qui est âgée de 10 ans seulement. Elle est arrivée au Cameroun avec sa famille il y a quelques mois de la RCA. Sa famille et elle ont fui leur pays en guerre après des violentes attaques des groupes rebelles. Ils se sont retrouvés à Garaboulaye, la ville frontalière qui accueille des centaines de milliers de réfugiés ayant fui les exactions des groupes armés dans la République voisine. Selon le HCR, le Cameroun accueille plus de 345 000 réfugiés centrafricains. Le camp de Gado, situé à seulement 30 minutes de Garaboulaye, accueille en son sein plus de 26 000 réfugiés centrafricains. À Yassa, on retrouve aussi des Centrafricains qui ont fui la guerre dans leur pays. Les populations sortent de plusieurs villes parce que vous savez, comme c'est un lieu là où on exploite l'or, il y a les Centrafricains, il y a les Camerounais qu'on retrouve sur place ici. Depuis que la guerre a commencé en Centrafrique, ils ont eu le problème là-bas. C'est comme ça qu'ils se sont réfugiés au niveau du Cameroun. Et comme la vie est difficile, c'est comme ça qu'ils se retrouvent ici au chantier Yassa. La crise qui dure depuis des décennies dans ce pays oppose l'armée régulière, aidée par la force de maintien de la paix de l'ONU, la MINUSCA. Ainsi, des milliers de réfugiés venus de la Centrafrique se retrouvent dans les villages voisins à la recherche de l'or. Il faut rappeler que dans la zone de Garoua-Boulaye, l'arrondissement de Garoua-Boulaye est fortement limitrophe avec la Centrafrique. C'est la zone d'entrée du Cameroun avec la Centrafrique. Et quand vous allez là-bas, vous allez voir qu'il y a une forte communauté centrafricaine. Mais avec la guerre qu'il y a en Centrafrique, ça a entraîné beaucoup de réfugiés au Cameroun. Et il faut rappeler aussi qu'en Centrafrique, c'est un pays de tradition minière. Et donc, ils sont plus ancrés dans l'exploitation minière qu'au Cameroun. Et donc, du coup, le flot de réfugiés qui se retrouvent au Cameroun, la principale activité dont les Centrafricains vont penser, c'est faire de l'exploitation minière. Et donc, voilà à peu près comment ils se retrouvent dans les sites de Yassa. La RCA, qui a engagé dans ce conflit depuis quelques années la Russie, qui a envoyé à son tour sur place des mercenaires du groupe Wagner qui combattent auprès des forces loyalistes. Des mercenaires qui ont précipité le retrait de certaines aides des partenaires historiques de Bangui, tels que la France, qui est en froid avec le pouvoir en place en ce moment, et l'Union européenne. Désormais, ce sont les Russes selon les experts onusiens et européens qui ont la main mise sur la Centrafrique. Une main mise qui leur permet le contrôle de l'axe stratégique Bangui-Beloko-Garaboulaye, un axe sur lequel les minerais tels que l'or et le diamant circulent à volonté sous le contrôle des Russes côté RCA. Mais dans la région de l'Est du Cameroun, ce sont les Chinois qui ont la main mise sur l'or et en font une exploitation sauvage. La preuve, des grands trous béants abandonnés qui sont pour les habitants ici l'œuvre des Chinois qui les exploitent à fond sur le dos des populations. Avant que je n'arrive ici, il y avait déjà les exploitants chinois. Ils se sont installés ici pendant un bon bout de temps et ils ont mené des activités, ils ont manipulé la population, ils ont, c'est-à-dire, abusé de la confiance de la population en arrachant tous les biens comme j'avais bien ici. Ça veut dire que la population elle était victime depuis fort longtemps quand les Chinois se sont installés.
lorsqu'on arrive, donc, je sensibilise d'abord la population en général en tenant des réunions de consultation, de présentation du projet d'une manière générale et de présenter également les différents axes sur lesquels nous devons travailler. Et c'est à l'issue des différentes sensibilisations au niveau de la chefferie que nous avons pu mettre sur pied un comité de veille. Le comité de veille, ce sont ceux-là qui représentent la population tout entière en revendiquant leurs droits vis-à-vis des exploitants miniers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple il y a une situation qui ne va pas, ce sont ces comités de veille qui descendent sur le site, ils se renseignent que bon, si une entreprise s'est installée, ils disent que mais tiens, là où vous êtes installé là, est-ce que vous êtes allé vous présenter à la chefferie ou alors tenir une réunion de consultation? Si ce n'est pas le cas, remontez immédiatement, allez vous faire présenter en présentant tous vos documents qui vous autorisent à exploiter dans la localité. Dans le cas contraire, si au niveau de la chefferie ne se présente pas, il remonte l'information à la délégation compétente, c'est-à-dire la délégation départementale de mines, pour leur informer de la situation. Ici à Yassa, Aïcha vit avec sa maman et ses sœurs. C'est dans cette case que vit Aïcha et sa famille. Elle qui désormais doit aller chercher de l'argent dans de l'or afin de nourrir sa mère et ses sœurs à seulement 10 ans. En effet, elle a perdu son papa comme nous l'explique sa maman de suite de maladie après leur fuite vers le Cameroun. Sa maman qui faisait les champs à RCA ne peut plus rien faire depuis son arrivée au Cameroun car lors de sa fuite, les rebelles centrafricains lui ont tiré sur le bras gauche. Elle est arrivée au Cameroun toute blessée. Mon RCA a le problème de guerre. Je vais vous dire. 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 Wari mi do huwa be ɓikkoy mi do humma hota te o wari o mayi jam sei min be ɓikkoy tan mi fotai mi joɗa nder wuro sana wala ko mi nyamata be ɓikkoy wala won mi wari ha ɗo nde école ɗon ha ɗo mi wari min nastini ɓikkoy ɗo ha ɗo miɗo joɗi be maɓɓe miɗo habda be ngesa banni tan miɗo habdira. Elle a d'abord séjourné à Garoboulaye avec toute sa famille. Malheureusement, ne trouvant rien à faire et ayant appris qu'il y a de l'or à Yassa, elle va se diriger vers là avec ses filles. Désormais, à cause du bras de Absatou, la maman d'Aïcha, c'est elle qui est en charge de ramener de l'argent au risque de sa vie. Elle sort à 8 h et revient ici à 16 h de l'après-midi et puis va revendre son or. Beaucoup d'enfants et de personnes sont morts recouvertes de terre dans ces trous abandonnés par les anciens exploitants qui sont les Chinois. Des Chinois qui sont accusés par les habitants d'exploitation abusive et de n'avoir rien fait pour le village. Aucune construction d'infrastructures, ni de routes, ni d'hôpitaux et même d'écoles. Les populations de Yassa sont victimes d'un accaparement des terres. Ces populations sont également victimes d'un abus vis-à-vis de leurs droits. Il peut arriver qu'une entreprise s'installe. Déjà, ils ne consultent pas les populations locales. Ils ne tiennent pas de réunions de consultation des populations pour pouvoir dire exactement ce dont ils sont venus faire dans la localité. Et quand ils arrivent comme ça, ils s'installent parfois dans un champ, dans un site appartenant à un artisan minier. Par exemple, l'agriculture, les sites agricoles ou alors les sites d'exploitation minière. On les expulse de leurs sites, de leurs endroits, là où ils ont l'habitude de nourrir leur petite famille. Ça, c'est d'un. Et de deux, la population est également victime d'une situation d'un accaparement des terres.
Ça veut dire que c'est un endroit où ils sont habitués à travailler, que leurs parents les ont laissés pour pouvoir s'occuper de leur petite génération. Quand ils arrivent comme ça, on les expulse, on les enlève de leur site de travail. Entre 2019 et 2020, il ne restait rien que 2 entreprises chinoises dans le village. Mais à leur départ, aucune des promesses n'a été réalisée. C'est le constat qu'a fait sur place à son arrivée l'ONG FODER. Pas d'école, ni d'infrastructure. Les enfants camerounais comme centrafricains passant leur journée avec ou sans leurs parents dans les mines. Décision est prise en accord avec le chef du canton Bidimba, le sous-préfet de Garabolaye et les parents, ici après sensibilisation, de créer une école parentale. Avec l'aide d'un exploitant minier, 2 salles de classe en matériaux provisoires seront construites. L'entrée chez quoi revient ici sur les circonstances de la création de l'école. Quand nous arrivons à Yassa, nous trouvons un nombre incalculable d'enfants dans les sites, avec les parents, plus de 100, plus de 1000 en fait. Et dans la communauté, nous avons mis en place ce qu'on appelle dans les communautés minières, les communautés de veille citoyen. Et donc, l'un de leurs rôles, c'est de sensibiliser les communautés sur le bien fondé d'envoyer les enfants à l'école. Donc, avec ces communautés de Bidjiba, nous avons mis en place le comité de veille. Et puis, le comité de veille, on a fait un travail de sensibilisation dans la communauté pour montrer aux parents que l'école est importante. L'enfant peut faire l'artisanat, l'exploitation de l'or et aller à l'école. Nous avons pris l'exemple à peu près dans les zones où l'agriculture est la principale source de revenus pour les communautés. On dit ailleurs, si vous allez à l'ouest par exemple, dans le sud ou dans le centre, les enfants vont au champ, mais ça ne les empêche pas d'aller à l'école. Et donc on a pris ce scénario pour les montrer que bien que si les enfants peuvent aller à l'école pendant la période de classe, disons le lundi jusqu'à vendredi, et les autres jours, ils vont rejoindre les parents dans les chantiers. Et à partir de ça, l'école a été créée par les comités de veille et puis on a apporté un appui en termes de table-banc. Et maintenant, on peut voir, on a constaté que les parents ont pris conscience et de plus en plus, ils envoient les enfants à l'école. C'est un peu ça, un peu frère. Je pense que ce qui a fait le déclic, c'est la prise de conscience des parents. Nous, notre démarche, notre langage, ce n'était pas d'interdire la présence des enfants dans les sites miniers, mais c'était de dire, les enfants, pendant qu'ils vous accompagnent dans les sites miniers, ils peuvent aller à l'école. Et donc, ces 2 activités ne sont pas incompatibles. Comment est-ce qu'on appelle les noms, tous les noms? Pour le suivi et le bon fonctionnement des salles de classe, un responsable des parents sera choisi afin de continuer la mission de sensibilisation des parents sur le bien fondé de l'école pour les enfants. Cette école a été créée, je pense que nous sommes à la 4e année de cette école. Elle a commencé avec le niveau 1, c'est-à-dire le style, le cours préparatoire, avec un effectif de moins de 100 élèves. Bon, aujourd'hui, nous sommes maximum à 200, maximum 250 élèves, oui, avec niveau 2. Style, cours préparatoire, cours élémentaire 1, cours élémentaire 2. Au départ, c'est un projet que nous avons engagé avec certaines personnes du village. Nous nous sommes rendus compte depuis plusieurs années que il y a plusieurs enfants qui se retrouvent au chantier ici, qui ne sont pas scolarisés. Bon, beaucoup parmi eux, c'est faute de moyens. Les parents n'ont pas les moyens de les envoyer en ville pour les inscrire à l'école. Bon, d'autres, on a constaté même que certains parents essaient de faire l'effort d'ici pour la ville, pour les mettre à l'école. Mais quand on tient compte des accidents, c'est-à-dire le périple de la route, ça devient un peu très difficile. C'est là où on s'est donné, donc, avec l'aide de certains élites du village, de créer cette école des parents pour un début, pour pouvoir aider ces enfants. Ces enfants, nous avons les enfants camerounais qui sont parmi nous et des centrafricains qui sont là, qui vivent avec nous depuis longtemps déjà. Au départ, l'école qui ne comptait que 100 élèves enregistre aujourd'hui plus de 250 élèves. Mais beaucoup ne parviennent pas à résister à la tentation de l'or et retournent après les cours dans les champs miniers. C'est le cas de David qui n'était jamais allé à l'école auparavant. Mais ici, on retrouve 2 nationalités et le plus gros problème demeure le fait que la majorité de ces enfants n'ont pas d'acte de naissance et l'absence des moyens pour les parents, ce qui freine considérablement leur inscription à l'école. Nous rencontrons déjà les problèmes de papier des enfants, des élèves. Nous rencontrons la majorité des élèves n'ont pas de papier, pas d'acte de naissance. Pour ne citer que cela,
Et ils arrivent déjà à un niveau où ils vont, d'ici quelques années, déposer la candidature pour le CEP. Donc, ce qui oblige déjà à ce que chaque enfant doit déjà obtenir son acte de naissance pour pouvoir avoir déjà une carte d'identité scolaire et ensuite pour pouvoir déposer les dossiers. Bon, il y a encore d'autres choses comme nous avons fait la remarque de certains élèves qui ont franchement besoin d'une prise en charge. Ouais. Les parents sont là, les parents sont dépassés physiquement, de par l'âge aussi, et financièrement, pour pouvoir encadrer ces enfants. Pour certains, ce sont les enfants de la famille, les enfants des oncles à côté. Bon, ça devient un peu difficile pour eux. Nous sommes ensemble depuis, nous avons vu que c'est vrai que tout le monde souffre, mais par rapport à d'autres, ceux-là souffrent encore 2 fois plus. Donc, ce sont des gens qui ont besoin vraiment d'une certaine prise en charge au niveau de l'école pour pouvoir vraiment arriver à ce que nous voulons, à notre objectif. Parce que si nous demandons à ces enfants de sortir dans le champ des mines et de revenir au niveau de l'école et que nous ne pouvons pas les amener vraiment notre support, je crois que nous serons un peu en train de courir dans le sac comme on le dit régulièrement. S'il y a des gens à qui l'avènement de l'école fait du bien, on peut citer Massa Toussouma, qui a vu beaucoup d'enfants mourir dans les mines et ne veut plus jamais revoir ses enfants dans les sites. Elle souhaite que tous aillent à l'école. Elle qui voudrait que son fils travaille dans l'avenir dans l'administration et soit gendarme. Non, mon enfant ne travaille pas là. Parce que l'histoire de l'or là, c'est un risque. La terre peut même casser. Bon, c'est un risque là-bas, papa. Donc c'est ça que je ne veux pas pour que mon enfant ne doit pas aller faire l'or. Je préfère pour que mon enfant doit faire champ. Ça va m'aider, mais l'or là, c'est un risque. Mais moi, je préférais pour que mon enfant doit aller à l'école. L'histoire de l'or là, si tu comptes sur l'or, tu ne fais rien dans ta vie. Tu touches seulement 10 000, tu fais le njoka, tu bois la bière, tu ne fais rien. Mais l'école est bon. Comme moi, si je n'étais pas à l'école, je suis un orphelin, ma mère est morte, le père est mort. Je n'ai pas eu à écrire un peu là, ça me dérange. Que j'ai besoin de toucher un peu l'Android avec les autres, mais comme il n'était pas à l'école, je préférais rester avec le téléphone qui a un peu le bouton. Donc mon souci, je veux pour que mes enfants doivent aller à l'école. Gani bo dai kam mi laari min fu mi hultori bikoy mai fu be do anji na banni non mi warata do habda tan do Allah walata fu mi do habda be ngesa sirama banni to Allah hokki ama jam to sembe don to mi habdi be ngesa ma mi hedo ma mi yoba école mai be habda be mai to Allah hokki be kugal ma be hebi irin kugal mai be. Monsieur Yamdje estime de son côté que beaucoup reste à faire pour sortir les enfants des mines, même si le travail abattu est déjà assez suffisant. L'école qui est un nouvel établissement, à la base, le chef de terre, monsieur le sous-préfet, nous avait donné l'accord, l'aval d'ouvrir l'école des parents et il devait observer. Nous l'avons déjà fait, je crois que nous sommes à la 4e année, je crois que nous observons déjà qu'au fur et à mesure que nous évoluons, il y a déjà le bâtiment qui nous a été offert par une élite intérieure du village et devient déjà petite par rapport à la quantité d'élèves que nous avons déjà et le nombre de classes que nous allons déjà avoir. Et ensuite encore dans le village, nous nous trouvons généralement coincés avec les problèmes de manque d'eau potable, ce qui fait en sorte que de temps en temps, on va toujours trouver des cas de maladies, surtout les maladies liées au manque d'eau potable. Nous avons eu aussi une case de santé qui essaie un peu de pallier aux problèmes de santé, parce que vous voyez déjà le trajet pour quitter d'ici pour le village, ça devient difficile. Si déjà c'est difficile pour les enfants de l'école, c'est encore plus difficile pour ceux qui ne sont pas en santé. Aïcha ne veut plus aller travailler dans la mine à l'avenir après avoir vu des gens mourir. Elle veut aller à l'école pour devenir une enseignante afin de transmettre le savoir comme sa maîtresse d'école. Son objectif est de sortir les enfants des mines et de cette violence.
mi de école sen sana amante sen garambla mi fudana de école mi te he mi dina tum lor na comme dina tum fo mi kise de lor mete de ne kam ne lor mi pia do mi te passe dia mami yifana mo si do mutu amabo mi eya mami eya e kini Nami eya ama tom lori nam dei kam mi ko dia na kini mi ko monam nesen école monam de nam zok yekele usina mo hawo be mi de na de se ham mi ko ha kam de école ka de mi ba diplôme mi usina mo habi. Même cas pour David, jeune dont l'école a changé la façon de voir les choses. Il veut fréquenter afin d'être gendarme dans l'avenir. Si je fréquente, je vais être un gendarme. Quand on parle des gendarmes là, on dit qu'il faut qu'on aille là-bas aussi pour avoir l'argent comme eux. C'est quand je vois mes frères qui partent à l'école, quand je les vois comme ça, c'est ça qui m'encourage pour aller à l'école. Si ce sont les Chinois qui sont le plus visés en termes de dénonciation ici, c'est parce que les cibles de l'exploitation, de la maltraitance et de l'accaparement ne sont plus seulement les adultes, mais des familles entières, des communautés et beaucoup plus maintenant les enfants. Des enfants camerounais et des non-camerounais et Aïcha la centrafricaine. Un travail de dénonciation que ne s'arrête pas de faire désormais le FODER qui parle et œuvre en plaidoyer pour ces populations et ces enfants. Comme première réponse, ces écoles parentales qui vont désormais sortir les enfants des trous d'or et par ailleurs des abus. Enfin, pour les habitants, il s'agit d'un plaidoyer lancé envers les décideurs contre les entreprises chinoises qu'ils considèrent dans la région comme des oppresseurs, des gens qui exploitent les ressources du pays avec en retour des misères reversées aux habitants pour les plus chanceux ou les autorités. Des Chinois qui ici n'ont aucun respect pour la notion de respect des droits de l'homme, comme c'est le cas avec les milices centrafricaines et le groupe russe Wagner, ciblé récemment par des rapports de l'ONU de l'autre côté de la frontière. Ces habitations typiques dans notre genre que nous retrouvons ici appartiennent uniquement à des Centrafricains, des ressortissants centrafricains qui sont arrivés au Cameroun depuis 4, 5, voire 6 ans pour d'aucuns. Pour ceux qui sont arrivés il y a cela 3 à 4 ans, ils ont fui. Qu'est-ce qu'ils ont fui? Ils ont fui la guerre en Centrafrique. Ils ont fui les exactions qui sont commises par les rebelles. Ils ont vu leurs frères, leurs parents, leurs enfants mourir sur les balles, sur les machettes des groupes armés en Centrafrique. Eux qui avaient un rêve d'éducation, un rêve de paix, un rêve de belle vie en Centrafrique se sont retrouvés au Cameroun. Malheureusement, pour d'aucuns, pour ces enfants, pour ces femmes, le rêve de l'éducation pour leurs enfants s'est retrouvé brisé ici dans cette localité à cause de l'or.